Du coup, moi, ce que j'entends par revenu inconditionnel, donc tel que je le défends, parce que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs sortes de revenus inconditionnels. Ce que j'entends par revenu inconditionnel, c'est un revenu suffisant versé à tous de manière inconditionnelle. Donc, versé à tous, donc c'est tous les membres de la communauté politique qui décident de le mettre en œuvre. De manière inconditionnelle, c'est sans condition et sans contrepartie, donc la double inconditionnalité. Donc, sans condition, c'est sans condition de ressources. Sans condition d'emploi ou d'absence d'emploi, sans condition de situation familiale, etc. Sans contrepartie, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général, dans une logique de workfare par exemple. On ne va pas demander aux bénéficiaires de faire une recherche active d'emploi, comme c'est le cas pour le RSA aujourd'hui par exemple. On ne va pas non plus demander aux bénéficiaires de se retirer volontairement du marché du travail, donc suivant une logique qui pourrait être la logique libérale, qui dirait donc on peut produire suffisamment avec 20% de la population, que faire des 80% restants, on leur donne un revenu en disant maintenant vous nous laissez tranquille, vous venez pas vous mêler de nos affaires. Donc c'est pas du tout cette option que je défends. Donc sans contrepartie, c'est tout ça. Enfin, dernier critère que j'utilise pour définir le revenu inconditionnel tel que je le défends, le revenu doit être suffisant, et par suffisant, j'entends trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, donc de mon point de vue, le montant doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Suffisant ensuite pour échapper à l'exclusion sociale, donc là l'idée c'est que le revenu inconditionnel doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels, donc biens et services essentiels à la participation active à la société. Et suffisant enfin pour échapper à l'exploitation, particulièrement à l'exploitation salariale. Donc du coup, le revenu inconditionnel ne doit pas nécessiter de revenus complémentaires, ne doit pas nécessiter notamment de salaires complémentaires. On peut y ajouter des salaires, mais ça ne doit pas être une nécessité. En gros, le revenu inconditionnel doit permettre de se passer durablement d'emploi. Donc ça, c'est les critères que j'utilise pour définir le revenu inconditionnel. Après, la justification que j'utilise, et je crois que c'est sur la justification qu'il y a débat, la justification que j'utilise, c'est la contribution de tous à la création de richesse. Donc je pars du principe que, quelles que soient nos activités, nous contribuons tous à la création de richesse, nous contribuons tous, nous concourons tous à l'utilité sociale. Et du coup, je me dis, cette utilité sociale devrait être reconnue et validée et donner lieu au versement d'un revenu qui viendrait donc reconnaître cette utilité sociale et donner la possibilité à tout le monde de poursuivre sa contribution à l'utilité sociale. Donc voilà en quelques mots. Bon, mon interrogation sur cette question qui fait débat remonte aux années où on a vu déferler la crise profonde du capitalisme que tout le monde connaît et qui a engendré deux types de contradictions qui semblent quasiment insurmontables, à savoir donc la dégradation de la condition des travailleurs, d'un côté, donc question sociale par excellence, et en même temps la dégradation des conditions matérielles de la production, à savoir la dégradation des ressources naturelles, leur épuisement, etc. Donc la conjonction de ces deux types de crises aujourd'hui fait le caractère systémique profondément structurel de la crise capitaliste mondiale aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, émerge tout un tas de propositions pour qu'on puisse trouver des solutions. Mais je pense, et ce sont les raisons que je vais donner qui justifient que je me suis trouvé en opposition théorique avec cette proposition et non pas en opposition normative avec le fait que tout le monde doit recevoir un revenu. Mais, et c'est là le premier point que j'avance, de mon point de vue, en m'appuyant sur l'économie politique et surtout sur la critique de l'économie politique qu'a faite Marx déjà il y a un siècle et demi, travail et revenus sont indissociables. C'est ça le point de départ de ma réflexion, et trop souvent derrière les partisans de cette proposition de revenu de base inconditionnel, il y aurait l'idée mais que ça n'est fini du travail, ou du moins qu'il est en voie de disparition. Ce sont des idées sur lesquelles beaucoup ont surfé depuis que la crise profonde a éclaté il y a maintenant plusieurs décennies, et qui me paraissent erronées. Il n'y a pas de fin du travail à proximité. En revanche, il y a une violence du capitalisme extrêmement féroce qui oblige à trouver des solutions. Je pense que dans la mesure où, en termes de création de valeur, au sens économique du terme, il n'y a pas de possibilité de dissocier le travail humain de celle-ci, alors je pense qu'il faut s'arranger pour répartir le travail à accomplir et les revenus correspondants entre tous ceux qui ont l'âge ou la possibilité de travailler. Ce qui fait que j'ai terminé pour ce premier exposé. Ce qui fait que si on articule la question du travail indissociable avec la création de valeur économique et donc de revenus distribuables, avec la validation collective, sociale,
donc au sens premier du terme, qui est absolument indispensable pour qu'une valeur d'usage, et c'est ça le point théorique de fond qui sépare finalement les quelques rescapés qui se réfèrent à Marx et puis l'ensemble des théoriciens de l'économie, parce que là il y a un fossé infranchissable, la transformation d'une valeur d'usage en valeur économique au sens monétaire ne va pas de soi. Et dans les multiples débats auxquels j'ai participé, eh bien on voit apparaître l'idée que parce que je joue aux cartes à la belote avec mes voisins le soir avant d'aller me coucher, je génère du lien social et donc de la valeur économique. Non, il y a une rupture entre la valeur d'usage qui peut être créée parce qu'il y a des activités hors de la sphère productive, effectivement. Il y a une rupture entre l'étendue, le champ de la valeur d'usage, de l'utilité sociale, comme dit Baptiste Milondo, et le champ de la valeur économique au sens monétaire. Et je termine vraiment, on ne peut pas dire que parce que je m'adonne à des activités amicales, comme ça spontanément, la valeur monétaire distribuable jaillit en contrepartie. Ça, c'est impossible. Donc il y a un fossé et qui marque la rupture totale au sein de la dite science économique entre ceux qui pensent que l'utilité est réductible à la valeur monétaire, à la valeur économique, et ceux qui disent non. Depuis Aristote, on sait qu'il y a une rupture irréductible entre le champ de la valeur d'usage et le champ de la valeur au sens économique. La lumière du soleil a une valeur d'usage extraordinaire, sans quoi nous ne vivrions pas, mais personne ne peut dire quelle serait sa valeur monétaire. J'entends bien, sur la lumière du solaire, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a effectivement une rupture entre valeur d'usage et valeur économique, mais c'est un choix politique qui permet de déterminer la frontière. Du coup, qu'est-ce qui nous empêche de dire que jouer aux cartes à la belote avec des amis participe de la création de valeur économique? Qu'est-ce qui nous empêche de le dire, de prendre cette décision? Alors, il peut y avoir deux choses, un projet normatif et en même temps la logique la plus élémentaire. Savoir que c'est d'ailleurs la raison profonde pour laquelle je m'explique que les libéraux intelligents ont repris cette proposition à leur compte. Parce que justement, dans leur arsenal idéologique, il y a l'idée, et ça date de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire l'économiste français du début du XIXe siècle, qui a entretenu une correspondance avec Ricardo, et le pauvre Ricardo s'évertue à essayer d'expliquer à son collègue de quoi il est question, et l'autre ne comprend visiblement pas. Malheureusement, il a fourvoyé la science économique dans une impasse en nous disant que la valeur d'usage était réductible à la valeur économique et qu'il n'y avait pas lieu de faire la distinction entre les deux. Et les libéraux intelligents ont compris effectivement le parti qu'ils pourraient prendre de la récupération de cette proposition ou d'une partie de cette proposition, oui, mais d'une partie non négligeable, parce qu'à ce moment-là, eh bien, si le fait que je m'adonne à des activités amicales, bénévoles, le soir après le travail, donne lieu à une valeur monétaire. Après le travail. Oui, après le travail, effectivement. Quand je fais la belote au troquet, comme tu le dis, quand je fais la belote au troquet avec mes amis, je ne crée pas de valeur économique. Je ne crée. Et même si tu décidais de m'accorder un droit, ce n'est pas, c'est ce que j'ai écrit dans Politis il y a 15 jours, ce n'est pas l'existence de ce droit qui engendre ipso facto une valeur. Donc pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait au préalable une validation collective. Et on peut faire le parallèle avec ce qui se passe à l'éducation non marchande, dans l'école publique. Qu'est-ce qui se passe? On ne commence pas par distribuer un revenu aux instituteurs. On construit des écoles, c'est-à-dire on investit, on embauche, on demande aux instituteurs de travailler en apprenant à lire aux enfants, et à la fin du compte, la valeur qu'ils ont créée, effectivement, a reçu une validation par décision politique, et on va pouvoir engendrer de la monnaie qui est récupérée ensuite, pas au départ, par le biais de l'impôt. Et alors, il y a pardon, à lui. Mais du coup, non, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire exactement de la même manière avec le joueur de belote? Keynes avait déjà répondu à cette question. Vous vous souvenez tous de la boutade, de la phrase en guise de boutade qu'il avait dite. Plutôt que laisser des chômeurs au chômage, il n'y a qu'à les embaucher à creuser des trous et à les reboucher ensuite. Strictement aucune valeur d'usage de créer. Et donc, comme la valeur d'usage est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour de la valeur économique, qu'est-ce qui se passe? Quel est son effet multiplicateur ensuite? Eh bien, son effet multiplicateur, il ne vient pas du fait que moi, creuseur de trous et reboucheur, ai créé une valeur économique. L'effet multiplicateur vient du fait que, puisqu'on m'a donné un revenu, je vais consommer, et donc ceux à qui je vais acheter les biens de consommation, eux, ils vont produire plus. Mais c'est pas moi, creuseur de trous et boucheur de trous, et Keynes n'a jamais dit ça, qui engendre cette valeur. Si un effet multiplicateur... Oui, eh bien voilà. Donc, mais du coup, à ce moment-là, on ne peut plus justifier... Mais non, là tu dis, creuser des trous pour les reboucher, ça ne crée pas de valeur d'usage. Jouer aux cartes, ça crée de la valeur d'usage. Laquelle?
Ah, donc c'est pas source d'utilité sociale, c'est pas source de... Laquelle qui peut... Attention, je finis ma question, Oui. j'avais baissé le ton de la voix avant le point d'interrogation. Valeur d'usage transformable en valeur monétaire. Transformable en valeur monétaire. Donc la seule différence, ce qui permet la transformation, c'est la décision politique, on est d'accord là-dessus? Mais non. C'est la validation collective. Mais parce que tu ne vas jamais procéder. Je te souhaite bon courage, ministre du Gosplan. Parce que si tu dois décider que dans ce quartier-là, à 8h du soir, les individus se réunissent par 4 pour taper la belote, et donc ils valident. Non, on est d'accord. Alors on est d'accord. Tu vois l'absurdité. Tu vois l'absurdité du problème. Non, c'est la manière dont tu le poses, évidemment. Si tu demandes une validation formelle, a priori, de ces activités, oui, ça pose problème. C'est pour ça que moi, je m'en remets à une validation informelle, a priori et a posteriori. C'est là où on tombe sur ce que j'ai dit à de nombreux théoriciens de l'existence à de multiples reprises. La validation que j'effectue moi tout seul n'a pas d'existence sociale. Je ne suis pas en mesure d'auto-valider ma propre activité. La validation sociale, ça veut dire qu'il y a un retour, un aller-retour entre les individus qui s'adonnent à des activités et la collectivité. Et je précise toujours que ça ne se limite pas à l'action de l'État. C'est les collectivités locales, c'est le tissu associatif. Donc il y a de multiples lieux de validation. Mais il faut qu'il y ait une validation collective. Oui, mais est-ce qu'elle doit être formelle ? Obligatoirement. Eh ben oui, sinon il n'y a pas validation, bien sûr qu'il faut qu'elle soit formelle. Sinon tu ne peux pas transformer la valeur d'usage de la partie de belote en valeur monétaire. Tu ne peux pas faire ça. Mon point de vue, alors, je te suis quand tu dis une auto-validation, ça n'est pas possible. Mais moi je vous dis, l'auto-validation n'existe pas. L'auto-validation n'existe pas. C'est-à-dire que quand on se livre à des activités aujourd'hui, on se livre à ces activités dans un cadre social particulier. Ce cadre social, on ne peut pas le gommer, on ne peut pas le rayer. Nous vivons en société. Quand tu avances l'argument thatchérien de la société n'existe pas, on sait que c'est faux. La société existe. Et précisément parce qu'elle existe, quand on choisit nos activités, on le fait en fonction de ce que la société nous oriente, nous oriente vers certaines... mais de manière informelle. Tu laisses donc tomber la condition, plutôt l'inconditionnalité. Bien sûr que non, je fais le pari de l'inconditionnalité. Je me dis, dans tous les cas, quelle que soit l'activité que je vais choisir, je vais le faire en me souciant du regard des autres. Donc je ne vais pas demander à ce qu'un jury se réunisse pour valider mon activité. De fait, j'en parle aux autres et ils me disent ce qu'ils en pensent. Et ça me suffit. Et je pense que personne aujourd'hui, parce que nous sommes des individus qui vivons en société, personne ne peut aller à l'encontre du regard des autres. Et d'où jaillira la monnaie qui sera versée. Mais du coup, on fait le pari de l'inconditionnalité et on se dit, on décide d'allouer un revenu à tout le monde pour que chacun puisse se livrer aux activités qui seront validées de manière informelle. Tu fais payer une cotisation sociale ou tu crées de la monnaie ? Je fais payer un impôt. Donc un prélèvement. Non, mais alors du coup, c'est... Eh oui, mais on tombe sur une autre question, qui est celle du financement. Jean-Marie faisait référence à Jean-Baptiste C. Propose de faire référence à François Quesnay. François Quesnay, physiocrate célèbre du 18e, qui disait il y a une classe productive, il y a une classe stérile. La classe productive, c'est la classe des travailleurs agricoles. Aujourd'hui, à mon sens, on reproduit exactement le même raisonnement, sauf que la classe stérile, c'est pas les marchands, les producteurs de services, les ouvriers, etc. C'est ceux qui sont exclus de l'emploi. Donc en gros, si un groupe d'agriculteurs tombait sur François Quesnay, disait François Quesnay, il pourrait être fondé à dire nous sommes les seuls producteurs de la valeur, du coup, au titre de la répartition, on va se partager le gâteau, nous seuls. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'auront rien, mais ça sera dans un deuxième temps au moment de la redistribution. Parce qu'eux n'auront rien produit. Aujourd'hui, alors tout le monde serait évidemment choqué, des travailleurs agricoles ne sont pas les seuls à produire de la valeur. Mais aujourd'hui, on reproduit exactement la même logique en disant ceux qui n'ont pas d'emploi ne produisent pas. Moi, ce que je dis, c'est nous produisons tous. Et parce que nous produisons tous, nous avons tous droit, au moment de la répartition, à une part du gâteau. De deux choses l'une. Ou bien effectivement, il s'avérera que ces emplois vont disparaître, donc ça veut dire la création de valeur économique, et je ne vois pas d'où va sortir alors le revenu qu'on distribuerait. Donc il y a là quelque chose qui est impensé. Il est vrai que le capitalisme se transforme à une vitesse étourdissante, mais la crise profonde que nous vivons et que j'ai résumée à coup de serpe tout à l'heure, n'est pas près de s'arrêter. Et je pense que la difficulté que le capitalisme mondial aujourd'hui a à assurer une nouvelle ère de croissance forte, d'accumulation forte, comme ils disent, elle se heurte donc à la base matérielle qui se rétrécit et à l'incapacité de pressurer au-delà d'un certain seuil la force de travail un peu plus qu'elle ne l'est déjà. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour amorcer les transitions que de répartir autrement la charge de travail, d'où l'importance
du maintien de la revendication de réduction du temps de travail, qu'elle soit à la semaine, à l'année ou sur le restant ou sur la totalité de la vie, liée à une réduction drastique là aussi des inégalités de revenus, à la fois dans les lieux de production et par la redistribution pour compléter, parce qu'on n'aura pas de baguette magique pour tout faire du premier coup. Donc c'est ça l'enjeu. Alors c'est sûr qu'il va y avoir une modification des transformations de l'organisation du travail, des modifications de ce qui va s'organiser à l'intérieur de la sphère productive, mais ça n'implique pas que ce soit le travail productif qui ait cessé tout d'un coup d'être à l'origine des revenus qui sont distribués ensuite. Je maintiens, il y a une indéfectibilité du lien entre travail et revenus au sens global. Je ne parle pas pour les individus, il y a des individus qui peuvent ne pas travailler pour diverses raisons, mais qui peuvent percevoir des revenus, mais au plan global, il ne faut pas nous dire qu'il y a une source miraculeuse autre que le travail. Il n'y a pas d'autre source de valeur monétaire autre que celle fournie par le travail. Donc ça c'est pas ce que je dis. Hein. Oui. Mais il faut la sortir, cette affirmation, avec laquelle tu sembles d'accord maintenant, d'accord, je l'enregistre, il faut la sortir avec le codicile, le corollaire, que le passage de la valeur d'usage à la valeur n'est pas automatique, elle n'est pas, et elle est intrinsèquement indissociable. Parce que ce n'est pas simplement une question de décision, sauf si l'on dit que la décision, je reviens là-dessus, de la validation est ex ante, antérieure à l'acte productif et donc à l'engendrement d'une valeur économique et donc au versement des revenus. Et tous les partisans du revenu existant inversent le truc, c'est-à-dire au lieu d'avoir la séquence investissement, embauche, travail, valeur créée et distribution de revenus, on nous dit on va distribuer des revenus et puis la séquence inverse va se dérouler. Non, parce que c'est supposé que cette valeur existe préalablement. Et je dis non, elle ne peut pas exister préalablement si on admet l'irréductibilité entre valeur d'usage et valeur. Non mais du coup, alors, sur cette question, alors évidemment il y a la question écologique en temps décroissant, on veut dire qu'on va passer par des robots, etc. Ça, je me dis que c'est sans doute pas soutenable à long terme. Et en plus, alors moi je n'appuie plus, alors depuis, je vois qu'il y a Ne pas perdre sa vie et les gagner, je pense que dans Ne pas perdre sa vie et les gagner, je parlais encore de fin du travail et de chômage pour justifier le revenu inconditionnel. Aujourd'hui, dans mes derniers livres, je parle plutôt du revenu inconditionnel comme solution à la centralité de l'emploi, plus que comme solution au problème du chômage. Je pense que la centralité de l'emploi est un problème. Et précisément, faire l'assimilation entre emploi et travail, ça me semble problématique. Le travail dépasse largement l'emploi. C'est pour ça que je milite pour un revenu inconditionnel, notamment. Je peux placer une incise ? Bien sûr. Parce que tu réduis le travail à l'emploi salarié. Non, bien sûr. Si. Donc vous réduisez même l'emploi indépendant. Mais alors à ce moment-là, le travail et emploi sont strictement synonymes, sauf qu'il y a un qui est l'acte et l'autre qui est le type de statut juridique qui est donné au premier. C'est-à-dire qu'il y a le travail et puis il y a différents types de statuts juridiques, globalement sous le terme emploi. Tu as l'emploi salarié, tu as l'emploi indépendant et puis on peut imaginer d'autres choses, mais il y a identité entre la somme de travail et la somme des emplois. C'est une identité, même sur le plan statistique. Alors non, sur le plan statistique, mais ça c'est une convention. C'est une convention. C'est une convention qui reconnaît la réalité tout de même. C'est là qu'il y a débat à mon sens. Mais du coup, puisque moi je te dis, on travaille par du principe que, quelles que soient nos activités, on fait un travail quotidien d'entretien de la société, en fait, à travers nos relations sociales, etc. Ce travail, ce n'est pas un emploi, mais je pense que c'est créateur, et il faudrait le reconnaître. Voilà. Créateur de valeur d'usage, mais pas créateur de valeur. C'est un choix, c'est une décision politique. Non, c'est pas qu'une décision politique. Il n'y a rien. Ou alors, essentiellement, on ne peut pas dire cette activité relève du travail et cette activité ne relève pas du travail. Alors là, je te souhaite, et c'est pas sans ironie, ce que je vais dire n'est pas ironique, je te souhaite du plaisir pour faire valider collectivement, par référendum ou pas, la validation collective de la belote que je vais faire ce soir en rentrant chez moi. Là, vas-y. Alors non, parce que du coup, tu penses que je ne peux pas justifier de l'utilité sociale de la belote. Tu ne peux pas justifier. Je ne parle pas de justification de l'utilité sociale, c'est-à-dire de la valeur d'usage. Je parle de la justification de la transformation de cette valeur d'usage en une valeur monétaire. Donc tu penses que personne ne sera d'accord ? Je te souhaite du plaisir. Je te souhaite du plaisir. Je te souhaite du plaisir que lorsque je lis un livre, je suis en train de créer de la valeur. Et je me demande s'il n'y a pas une autre confusion. Imaginons, on est profs d'économie tous les deux, j'achète un livre d'économie. Je le lis. Bon. Est-ce que je produis ? Je dis non. Il faut faire la distinction entre la production et la reconstitution de ma capacité à enseigner, à expliquer, etc. Je reconstitue ma force de travail, mais je ne produis pas de valeur économique. D'accord.
Bon. Je lis le livre, je ne travaille pas. Je parle du livre, oui. Je travaille. Bien sûr. Des richesses, oui. Exactement. Mais non. Mais oui, mais tu confonds l'acte de reproduction de ta force de travail avec l'acte de production. Bien sûr que si. Mon point de vue, mais non. Bien sûr que si. Tu confonds les deux. Continuer longtemps, mais tu confonds les deux. Mon point de vue, c'est à partir du moment où il y a relation sociale, il y a création de richesse. Et cette richesse peut être reconnue comme une valeur. Et c'est pour ça que je me dis, à partir du moment où on joue à la belote, on est plusieurs, je pense que collectivement on s'enrichit. Au même titre que quand on participe à un club de lecture, on finit par échanger sur les livres, et il y a quelque chose qui ressort. Il y a de l'utilité sociale qui ressort de tout ça. Donc lire le livre, peut-être que ça n'est pas un travail, mais partager ce qu'on a compris du livre, c'est un travail. Lorsque tu enseignes devant tes étudiants, tu crées de la valeur économique. C'est le point de vue que je soutiens contre les marxistes traditionnels qui me regardent avec des yeux ronds. Je soutiens Mordicus sur ce point de vue. Mais tu ne peux pas étendre cette frontière-là au-delà d'un certain seuil. Quel seuil ? Eh bien, le seuil de... finalement, le seuil de l'acceptabilité politique et démocratique, ça n'est un, et le seuil qui sépare le fait qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre, alors pour certaines de la nature, j'ai parlé de la lumière du soleil, qui sont de l'ordre du fait que la mère allaite son enfant au sein, et c'est le propre de tous les mammifères. Bon, il y a un certain nombre d'activités anthropologiques ou naturelles qui empêchent le saut de l'un concept, valeur d'usage, à l'autre. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement délicat, j'en conviens. Et d'ailleurs... et très important, malgré tout. Oui, bien sûr. Mais c'est le fantasme de la commission Stiglitz-Senfitoussi, il y a 4 ans, 5 ans, de nous avoir dit que c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas mettre le lait maternel au sein dans le PIB, que c'est vraiment dommage que la valeur des loisirs ne soit pas incluse dans le PIB. Il augmenterait de 50 ou 80%, si je me souviens bien du chiffre. Bon, donc là, il y a un fantasme de la théorie néoclassique habillé sous des habits très très modernistes, un fantasme qui remonte justement à Jean-Baptiste, c'est dont on parlait tout à l'heure, qui remonte au fait qu'on assimile, la théorie dominante assimile la valeur économique à la valeur d'usage qui est antérieure et qui en est une condition nécessaire mais pas suffisante. Marx appelait ça le saut périlleux de la marchandise. C'est-à-dire qu'il n'est pas automatique que la marchandise trouve acheteur, donc les capitalistes prennent un risque. Quand je dis on travaille tous, quelles que soient nos activités, alors dans les limites légales bien sûr, on travaille tous, et du coup on a droit à un revenu. Mon idée, par rapport à la commission Stiglitz-Senfitoussi dont je parlais tout à l'heure, mon idée n'est pas de comptabiliser scrupuleusement quelle est la valeur produite par chacun, parce que je pense que c'est inestimable. Par contre, mon raisonnement, c'est de dire, on reconnaît cette valeur, et on donne la possibilité à tous de poursuivre cette création de valeur. Parce que si je veux être bénévole, il faut qu'au moins je puisse avoir les moyens de continuer à être bénévole. Si tout le monde a un revenu d'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui permet d'être bénévole. Là, tu parlais tout à l'heure d'enseignement. Quand on enseigne, on travaille. Donc j'enseigne dans des écoles supérieures, et par ailleurs, j'enseigne bénévolement dans une EMJC. Dans un cas, je travaille, dans l'autre, je ne travaille pas. Tu produis Même pas. activité. Je ne produis pas. C'est ça qui me semble contestable. Ben non, c'est ça qui est difficile à expliquer, je te l'accorde. Il faut pouvoir le reconnaître. Mais c'est reconnu par l'estime qu'on a de toi, par ta gentillesse ou bien ta pédagogie, tu es reconnu, mais tu n'es... Si tu verses un revenu pour cette activité-là, si tu verses un revenu pour cette activité-là, ça veut dire qu'il va être comptabilisé. Il ne faut pas raconter d'histoire, il sera compté dans le revenu national. Bon. Et donc là, il faut aborder la question du financement. On ne peut pas l'éviter. Bon. Vous dites la plupart, et je prends acte de ce chiffrage, que ça se situerait entre, mettons, 700, 800, 900 euros par mois pour... 1000, absolument. Voilà, 1000, allez, arrondissons. Ça veut dire 12 000 euros par an, multiplié par 64 millions d'habitants. 700 milliards. Hein, ça fait 700 milliards, 750 milliards, entre 7 et 800. Bon. Vous dites aussi que vous ne supprimez pas la protection sociale, les transferts. Ça veut dire presque autant. Les transferts sociaux aujourd'hui, en 2014, c'était près de 650 milliards. Donc 7,50 et 6,50, ça fait 1400. Tout le revenu disponible. Et alors, c'est du super bolchevisme au XXIe siècle, parce que là, vous évacuez, vous supprimez radicalement le marché. Il n'y a plus rien pour le marché, puisque tout est versé en transferts sociaux ou bien en revenus d'existence, en revenus de base. Donc il n'y a plus rien pour le marché. Alors, ou bien
ou bien, et tu vas voir comme c'est dangereux, ou bien, justement, ceux qui, comme tout le monde perçoit un revenu d'existence, ils vont acheter les marchandises qui seront produites, et ça veut dire que là où ils sont produits, il n'y a plus de salaire, puisque tout est versé soit en transfert, soit en revenu de base. Donc, je dis, là c'est vraiment bon courage au directeur du Gosplan du revenu d'existence. Alors du coup, la question du financement, c'est une question complexe, longue. Si je rentre juste sur la question des chiffres, tu as abordé les chiffres, alors c'est pas exactement entre 700 et 800 milliards, parce que dans mon optique, on ne verse pas 1000 euros aux enfants, aux mineurs. C'est moins pour les mineurs. Par ailleurs, sur la protection sociale, le revenu inconditionnel s'y substitue parfaitement et avantageusement. Donc notamment le RSA, à quoi bon conserver le RSA si on a un revenu inconditionnel? Les allocations familiales, à quoi bon conserver les allocations familiales si on a un revenu inconditionnel? Donc il y a certaines prestations comme ça, auxquelles le revenu inconditionnel se substitue encore une fois parfaitement et avantageusement, et qui peuvent être supprimées donc, au profit du revenu inconditionnel. Par ailleurs, il y a des lignes budgétaires du budget de l'État qui peuvent également être supprimées au bénéfice du revenu inconditionnel. Je pense notamment aux politiques de l'emploi. De mon optique, les politiques de l'emploi actuelles ne méritent pas d'être maintenues si on met en place un revenu inconditionnel. Enfin, notamment si c'est pour créer à l'appel des emplois qui sont de piètre qualité. Il y a, à mon sens aussi, tout un pan des subventions associatives qui n'auraient plus lieu d'être si on bénéficie tous d'un revenu inconditionnel. À mon sens, on peut trouver beaucoup plus de bénévoles, précisément, si on a tous un revenu inconditionnel en poche. Donc, notamment dans des subventions de fonctionnement qui pourraient sauter. Bon, alors j'en tiens pas compte. C'est chiffré, ça? Ah non, j'en tiens pas compte dans mon calcul de financement, mais je pense qu'on pourrait faire aussi des gains de ce côté-là. Ça me semblerait assez logique. À l'arrivée, donc tu parlais de revenu disponible. Le revenu disponible moyen en France, il est de 1700 et quelques euros, 1720 euros. Je me dis, avec un revenu disponible moyen de 1720 euros, nous avons les moyens de garantir à tous 1000 euros. Ça suppose effectivement une mutualisation plus importante du PIB, et ça me semble assez juste. Ça suppose une réduction des inégalités, et je pense qu'on se bat tous pour ça. Ça veut dire qu'effectivement, il faut revoir les écarts des salaires, il faut augmenter les taux d'imposition, notamment sur les gros salaires, avoir une imposition plus fortement progressive, et comme ça, on peut partager les richesses. Mais encore une fois, cette question du financement, je dis souvent, c'est une mauvaise question, une question qui est mal posée. Nous avons un gâteau à partager, au moment de la répartition, on dit qui contribue à produire ce gâteau? Moi je dis tout le monde. Et donc on coupe une part pour tout le monde, et on s'arrange pour que tout le monde ait une part suffisante. C'est pour ça que je dis, un partage, ça ne se finance pas, ça s'opère. Tout le monde produit. Du coup, mais c'est exactement l'histoire des agriculteurs, du groupe d'agriculteurs tout à l'heure. Les agriculteurs pourraient se dire, bah non, nous sommes les seuls producteurs, les autres pourraient dire, bah non, nous aussi on veut une part au moment du partage. Et bah là, c'est tout le monde, les chômeurs, ceux qui sont exclus de l'emploi, qui pourraient dire, non, nous aussi on produit, et nous aussi on veut une part de ce gâteau. Donc on opère le partage. Là, je trouve cette affirmation forte. Le revenu ne se finance pas. Mais ça veut donc dire, je l'esquissais tout à l'heure, ça veut donc dire qu'il y a quelque part une manne qu'il suffit de repérer et de prendre et de redistribuer. Alors il y a des choses à redistribuer, ça c'est sûr. Non, on peut pas redistribuer, partager. Oui, non, mais ne jouons pas sur les mots. Distribuer, tu dis redistribuer. Oui, mais préfixe re ou pas, la question est la même. La question est la même parce que tu me dis bon, que ça ne fera pas 700 milliards de revenus d'existence puisqu'on pourra compenser par... Mais bon, tu vas jouer à la marge. Grosso modo, les grandes masses seront là, plusieurs centaines de milliards. Oui, plusieurs centaines de milliards, 5 ou 600 peut-être, pas 7 ou 800, mais 5 ou 600 pour le revenu d'existence. La protection sociale va être de 650, bon, elle sera peut-être à 500, parce que déjà, tu as déjà près de 300 de retraite. Donc, tous les transferts sociaux de la Sécu, c'est plus de 350 milliards au bas mot. Bref, tu rognes pas beaucoup. Donc, tu aboutis toujours à l'idée que sur le revenu disponible, 1700 euros par personne par mois, mais globalement ça fait aux alentours entre 1350 milliards d'euros par an et 1400 milliards. Donc on arrive en ajoutant le revenu de base plus les prestations sociales qui demeurent, on arrive à quelque chose de très proche de la totalité de ce revenu, de ce revenu disponible. Donc il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas un problème de financement, parce que, alors ça je comprends que ça va nous faire toucher du doigt une question encore plus difficile, qui est la question de la monnaie. Il y a une illusion, et qui malheureusement circule à toute vitesse sur Internet depuis l'éclatement de cette crise, sur ce que c'est que la création de monnaie, qui peut créer la monnaie, comment est-elle créée, à quelles conditions et à quelles conditions est-elle. On ne peut pas dire,
comme je l'ai lu dans un journal du revenu de base, on ne peut pas dire, mais la Banque centrale, elle n'a qu'à distribuer... c'est pas ce que je dis. Non, mais je n'ai pas dit que c'est toi qui l'avais dit, mais ça tourne dans tous les arguments, dans les milieux alternatifs ou militants, cette idée tourne, il faudrait que la Banque centrale européenne distribue tant d'euros à chacun et puis tout serait réglé. Mais on ne distribue pas, et c'est d'ailleurs le fond de l'éclatement de la poudrière de la crise en 2007, on ne distribue pas impunément du crédit s'il n'y a pas en contrepartie une production, et une production qui est validée, c'est-à-dire soit qui est vendue sur le marché, soit qui est validée par décision démocratique collective. On ne peut pas sortir de cette cage de fer théorique, je le comprends, et politique, je comprends bien que c'est une cage de fer. Mais qu'est-ce que tu veux, nous sommes dans un monde dans lequel il y a des contraintes matérielles, il y a des contraintes humaines, et on ne peut pas passer outre. Et quand tu écris que finalement la société et l'utilité collective, c'est la somme des utilités décidées par les individus, on est en pleine problématique de l'homo economicus, de l'individu rationnel dont la somme des décisions va nous faire la décision collective. On le sait, la science économique n'est pas une science, mais il y a des savoirs. Et l'un des savoirs que l'on doit en premier lieu à Condorcet, au moment de la Révolution, l'un des savoirs, c'est qu'on ne peut pas, et c'est démontré, on ne peut pas passer d'une sommation de décisions individuelles à une décision collective, parce que la transitivité des choix n'est pas assurée au niveau collectif, alors qu'elle peut être assurée au niveau individuel. Ça, c'est établi, c'est démontré, c'est cadré. Donc on ne peut pas faire ces raccourcis qui consistera à dire, eh bien, tous nous avons notre liberté de penser, donc nous pouvons décider de nos activités, je le répète, pour engendrer de la valeur au niveau collectif, il faut qu'il y ait une validation qui soit extérieure à mon propre jugement. Ouais, ça, on en a déjà parlé du coup. Oui, on voit que le différent, c'est formel de ton côté, informel de mon côté. Oui, mais non, mais l'informel, tu le présentes de la manière suivante, parce que je t'ai lu attentivement, il y aura un encadrement législatif, etc. Il existe déjà, oui. Enfin, c'est pas il y aura, c'est il y a. Excuse-moi, mais tu fais tomber l'inconditionnalité. S'il y a un encadre légal, il n'y a plus d'inconditionnalité. Il y a la soumission à un certain nombre de règles collectives, dont celle qui pourrait faire passer la belote que je vais faire ce soir du stade de valeur d'usage et qui nous procure un plaisir immense, et on rigole bien, on boit bien, le faire passer de ce stade-là à un stade de valeur engendrée, dont la contrepartie monétaire peut être injectée dans l'économie. Là, il y a un tour de passe-passe, pour ne pas dire une supercherie intellectuelle et politique, qu'il faut mettre sur la table, sinon les parcours militants, les réseaux alternatifs, ils sont gavés de ce genre de dénoncés qui nous met dans la difficulté, parce qu'en face, nos adversaires, eux, ils ont compris l'enjeu. Déréguler un peu plus le marché du travail. Et c'est pas du coup ma proposition qu'ils font. Mais c'est pas ta proposition, mais c'est vers quoi ça risque d'aller. Non, du coup sur le cadre légal, que ce soit clair, enfin, moi je n'entends pas légiférer sur la belote. Encore une fois, je me dis, mais laissons les individus choisir ce qu'ils ont envie de faire, collectivement de fait, parce que... Mais bien sûr, encore. Et du coup, le cadre légal sert juste uniquement à dire quelles sont les activités qui sont nuisibles à la société. Et je pars du principe que ce qui ne nuit pas à la société est utile dans la mesure où des personnes ont décidé d'entreprendre ces activités. Le cadre légal se limite à ça, de mon point de vue. Et encore une fois, je te dis, les activités, les choix d'activités que nous faisons sont orientés de manière informelle par la société, validés en amont et en aval, parce que nous ne sommes pas des Robinson, nous ne sommes pas des super-héros. Ça, je le maintiens. C'est pour ça que je te dis, notre conflit, c'est validation formelle d'un côté, validation informelle de l'autre. Moi, je me dis, la validation informelle suffit, parce que sinon, si on veut vraiment mettre en place une validation formelle, je pense qu'on entre dans une société où règne l'arbitraire, où règne le flicage, et ça me pose souci. Je me dis, il faudra à ce moment-là passer devant des jurys régulièrement qui vont décider comment à la majorité, qui vont être composés comment, etc. pour dire, effectivement, ce projet d'activité-là me semble justifier le versement d'un revenu. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je préfère postuler l'utilité sociale de tous dans les limites de la loi. Je préfère le faire. Je conviens que les formes de la validation, les lieux où elle pourrait être effectuée, doivent être approfondies. Et que, ça j'en conviens, que les lieux de validation, les formes de validation. Mais la notion de validation informelle, pour moi, elle n'a pas de sens. Soit il y a des lieux et des moments où cette validation peut être exprimée, que ce soit à n'importe quel niveau, national, voire continental, au plus, local, territorial, associatif, etc. Associatif à des niveaux de micro, quantitativement
relativement formel, mais ça ne peut pas être informel. Dès l'instant où tu as cette réunion d'une communauté, qu'elle soit nationale, locale ou associative, ça échappe à l'informel, c'est du formel. Donc du coup, une association suffit, enfin si je fais partie d'une association de belote, on peut dire oui, je travaille. Si je te suis, une association suffit. Oui, mais... Bon. Du coup, non mais clairement. Non mais qu'est-ce qui oblige à la rhétorique a des limites. Moi, j'annuse souvent, donc je veux bien que d'autres en usent aussi, mais elle a aussi des limites. Donc, je te dis, bon courage. Si tu veux faire. Explique-moi pourquoi. Non, mais parce que justement, il y a un saut qualitatif entre le degré d'implication dans la société et le degré de la décision qu'on va prendre on est tous les quatre là, on va faire une belote ce soir, et donc la société implicitement, sans avoir besoin de formalité, va considérer effectivement que nous avons créé de la valeur. Bon, ça, excuse-moi, qualitatif, donc quel critère on va utiliser en fait pour dire à partir de quand est-ce que ça pourrait être, mais je ne suis pas en mesure d'inventer là comme ça d'un coup de baguette magique toutes les modalités concrètes, mais ça peut être dans ce cas de débat démocratique effectivement, mais je ne me vois pas de me suggérer à la collectivité, même de mon quartier, que nous pourrions demander à la municipalité de nous verser un revenu parce que nous livrons à partie de cartes ou de pétanque le soir, ou que nous chantons, parce que tu prends aussi l'exemple de la chorale. Mais voilà, avec l'exemple de la chorale, il se trouve que je chante depuis 30 ans dans une chorale, je peux te dire que je connais un peu la question. Le chef de chœur, lui, il est rémunéré. Parce que quand on produit un concert, il va recevoir un cachet, il a fait un travail de professionnel et qui est reconnu, il a des diplômes, etc. etc. Et moi, je suis depuis donc 30 ans, je ne crée pas de valeur quand je vais chanter parce que tu n'es pas professionnel, du coup, parce que ce n'est pas reconnu comme un travail en gros. Parce que je ne travaille pas, je chante. Oui, c'est circulaire. Je ne travaille pas, je chante. Mais qu'est-ce qui empêche de dire que ce chant-là, c'est un travail, c'est circulaire, c'est un choix politique. Mais c'est pas circulaire, parce que tu fais de la distribution de revenus la clé de démarrage, de l'enclenchement de la décision de validation collective. Non. Le travail est la clé de répartition. Qui travaille, ça c'est un choix politique. Mais non, ça c'est une autre erreur. Le travail n'a jamais été la clé de répartition des revenus. C'est le rapport de force entre le capital et le travail. C'est pas le travail. Oui, mais ça, c'est le genre de truc qui circule, tu vois moi. Le travail, il faut sortir du travail salarié, parce que c'est que lui qui dicte la distribution des revenus. Pas du tout. Justement, c'est le clivage de classe entre travail et capital. Le rapport de force, complètement. Voilà. Un choix politique. Un choix politique. Mais c'est toujours la même question, du coup, Jean-Marie. C'est un choix politique. Faisons ce choix-là. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce choix-là? Et tu me dis, bon courage. Pas d'accord, mais... Oui, bon courage d'une part, oui, bon courage. C'est seul argumentaire, ça arrive, c'est bon courage. C'est tout. Prends la liste des exemples que tu donnes, je ne veux pas, par pudeur, je ne veux pas l'énumérer. Une liste à la préveur. Tu comprends bien que je force le trait sur mais non, tu forces. Parce que j'en suis convaincu. Voilà, tu forces pas le trait parce que tu es intimement convaincu. Non, mais je vais volontairement dans des activités. Alors, j'aurais pu choisir la facilité en disant nous sommes tous bénévoles dans des associations, etc. Donc, j'aurais pu forcer le trait en disant ça. Et à ce moment-là, ça aurait prêté moins à discussion, à mon sens. Je suis bénévole. Simplement, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où nous réunissons régulièrement pour jouer à la belote, pour jouer au basket, pour chanter, etc., on entretient effectivement le lien social, on entretient effectivement la société. Mais le lien social n'est pas valeur. On peut avoir un mépris pour ces activités-là. Mais pas un mépris. Je méprise pas du tout. Je dis que tu ne peux. Il y a un saut qualitatif. Je dis que tu ne peux pas passer du lien social à la valeur économique comme ça. Saut qualitatif. Voilà. Ça me semble problématique parce que. Alors tu établis un lien possible. Moi je te dis non, là c'est un fossé. C'est un fossé qui si tu le franchis, tu vas directement pieds et poings liés dans le champ de nos adversaires, et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux. Vous vous rappelez ce que disait le vieux révolutionnaire Bébel? Quand la bourgeoisie me félicite, je me demande quelle connerie j'ai pu faire. Et je pense que là, on pourrait se souvenir de cette phrase. Parce que les libéraux intelligents ont compris le parti qu'ils pouvaient en tirer. On est dans une phase où le capitalisme ne réussit pas à trouver d'autres moyens de relancer sa croissance que par pressurer un peu plus les salaires, foutre les gens au chômage et rogner sur les prestations sociales et maintenant sur le droit du travail, le code du travail, etc. Bon, vous savez ça. Et donc, s'ils pouvaient
confier à la collectivité le soin de prendre en charge l'entretien des travailleurs, ils vont sauter dessus. Le jour où Pierre Gattaz va reprendre cette idée, les partisans du revenu de base seront bien avancés. Et un mot sur un point que Baptiste a abordé tout à l'heure, il faut mettre au rencard toutes les politiques d'emploi. Les politiques d'emploi qui ont été menées depuis 30 ans, effectivement, n'ont pas fait preuve de leur efficacité, voire on peut même dire qu'elles ont aggravé certains problèmes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir aucune politique d'emploi ? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des politiques d'emploi novatrices, ne serait-ce que pour réduction du temps d'emploi. Oui, mais réduction du temps d'emploi, développement des activités, parce que c'est notre débat sur la décroissance, alors, développement des activités qui sont des activités permettant la transition, qu'elles soient écologiques, énergétiques ou sociales, parce qu'il y a les deux champs à prendre en même temps ça, en c'est compte. pas des politiques de l'emploi, du coup. C'est des politiques bien sûr que si. de transition énergétique. Mais bien sûr que si. Écologique. Bien sûr que si. C'est une politique de l'emploi qui accompagne le passage de transport collectif à la place de transport individuel, de rénovation des bâtiments. Il va y avoir une foule d'artisans à former pour qu'ils soient opérationnels pour isoler tous les bâtiments et logements. Que ce soit des politiques qui créent de l'emploi, oui, mais une politique de l'emploi, Non, c'est une parce que politique dont le seul objectif est de créer des emplois. Que ce soit clair. Enfin, quand on crée des emplois jeunes, c'est pour créer des emplois uniquement. Enfin, quand je dis politique de l'emploi, non, mais quand je dis politique de l'emploi, c'est des politiques. C'est ce que j'appelle la turbinate urbaine. C'est créer des boulots juste pour créer des boulots. Mais c'est ça que j'appelle politique de l'emploi. Mais tu fais une erreur. Tu fais une erreur parce que quand on crée des emplois jeunes, bien sûr, il y a des choses qui vont pas là-dedans, mais ces emplois jeunes, s'ils sont affectés à des tâches, eux, ils vont être productifs. Oui, non, mais je dis pas. Il vaudrait mieux créer des emplois pérennes. On est d'accord. Mais oui, mais les politiques de l'emploi, je fais pas rentrer les politiques de transition écologique dans les politiques de l'emploi. Parce que tu réduis les politiques de l'emploi aux politiques... Parce qu'elles sont aujourd'hui, bien sûr. C'est pour ça que je dis les politiques de l'emploi, il faut les supprimer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de politiques... J'ai dit les politiques actuelles. Tout à l'heure, j'ai dit les politiques actuelles. Ces politiques d'emploi, il faut les supprimer, mais les remplacer. Mais les remplacer. Mais non, mais pas par des politiques de l'emploi, par des politiques de transition écologique qui peuvent se trouver pour créer des emplois. Mais ça n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier... si, ça fait partie des objectifs premiers quand tu as 6 millions de chômeurs. Il faut avoir cet objectif en tête. Mais vous avez abandonné la perspective du plein emploi. Là aussi, c'est notre bataille. Vous pensez que le travail, c'est fini, vous le réduisez à l'emploi salarié, je l'ai dit tout à l'heure, je ne répète pas. Vous pensez que l'emploi, c'est fini, donc il faut abandonner l'objectif de plein emploi. Moi, je dis non, il faut le maintenir. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais... J'aimerais avoir la réponse de Baptiste sur cette notion de confusion idéologique en ce qui concerne le revenu de conditions. Du coup, par rapport à la première partie d'intervention de Jean-Marie, je ne pense pas que Gattaz reprendra un jour la proposition que je fais du revenu inconditionnel. Si on regarde les propositions libérales, ça n'est pas du tout les propositions de gauche qui sont avancées. L'idée, c'est verser un revenu faible pour justement subventionner l'embauche par les employeurs. Jamais personne à droite ne reprend une proposition de gauche. Jamais personne ne reprend une proposition avec un montant suffisant. Et jamais personne à droite ne reprend une proposition qui dit « nous sommes tous producteurs et il faut partager les richesses ». Ça, personne à droite ne le dit. Donc on ne peut pas dire le revenu inconditionnel est repris. Et il y a différentes formes. Concrétisation d'un revenu inconditionnel, et à droite et à gauche, ce ne sont pas du tout les mêmes propositions qui sont avancées. Sur les questions du plein emploi, du coup, alors enfin, je ne crois pas à une société du plein emploi, je n'y crois pas. Par contre, non, je le dis franchement, je n'y crois pas. Par contre, je ne suis pas contre des politiques de réduction du temps d'emploi dans une perspective de partage de l'emploi, notamment dans une perspective de partage de l'emploi, parce qu'il faut partager les boulots pénibles, notamment. Je ne suis pas contre l'idée d'une reconnaissance d'un droit à l'emploi, la volonté politique de garantir un emploi à tous. Ça, je ne suis pas contre. Tous ceux qui le souhaitent. Alors donc le plein emploi est possible. Ah non, je ne dis pas que c'est possible, je ne suis pas contre qu'on le poursuive. Je pense que c'est pas possible. Mais je suis pas contre qu'on le poursuive. Non, c'est une question Il n'est pas possible, donc on ne produira pas assez pour distribuer les revenus que tu veux distribuer. Alors non, je ne vois pas le lien là. Écoute, il faut quand même... On peut pas à la fois dire qu'on va distribuer un revenu qui va doubler, grosso modo, j'arrondis, qui va doubler les prestations sociales actuelles, être dans une situation où tout le monde travaillerait à mi-temps, d'un coup, comme ça, d'un coup de baguette magique, tout d'un coup, et donc qui verrait la production diminuer de moitié, et donc les revenus distribuables. Tu ne peux pas défendre toutes les positions à la fois. Pourquoi ça diminuerait les revenus de moitié? Alors, toi, tu proposes une réduction du temps d'emploi avec, qui ne serait pas à salaire constant?
Mais de toute façon, de manière progressive. Donc pas à salaire constant. Mais tu utilises. La question de la réduction du temps de travail, c'est le partage des gains de productivité. Soit tu utilises les gains de productivité pour augmenter les revenus continuellement, soit tu les utilises pour diminuer ton travail, soit tu les utilises pour distribuer les actionnaires, soit pour faire de l'investissement supplémentaire. Ou bien un panachage entre tous ces... Mais tu peux pas, si tu as 3% de gains de productivité sur 2 ans, tu peux pas faire 3%, plus de 3% pour un truc et avoir plus de 3% aussi pour un autre truc. Bon, c'est le BABA. Bon, donc à ce moment-là, on ne peut pas à la fois revendiquer une diminution du PIB puisqu'on est pour la décroissance, paraît-il, et en même temps proposer de doubler quasiment les revenus de transfert. Bon, c'est comme ça d'un coup de baguette magique. C'est toujours la question du transfert. La notion de revenu primaire que les partisans astucieux du revenu d'existence viennent de reprendre, c'est tout récent. Je l'ai entendu, ça ne remonte pas à 30 ans. Ça. C'est assez récent dans la liste des débatteurs que nous connaissons. C'est astucieux. Dire que le revenu d'existence est un revenu primaire fait l'impasse sur tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, à savoir qu'un revenu primaire ne peut pas jaillir de la simple émergence d'une valeur d'usage. Non. Il y a un saut. Il faut une validation collective. Oui, voilà. C'est toujours la même question. Et tu ne feras pas valider collectivement les exemples que nous avons donnés tout à l'heure. Toujours le même principe. Mais non, c'est ça notre position. C'est une contradiction dans les termes. Validation informelle, c'est une contradiction dans les termes. Où il y a une validation collective et elle a des formes, ou bien il n'y a pas de... On parlait tout à l'heure des associations, je te dis association déclarée, pourquoi pas association non déclarée? De toute façon, ça existe déjà. Association non déclarée, toutes les associations n'ont pas... Précisément, nous sommes tous, ceux qui se retrouvent pour une partie de belote, font partie d'une association non déclarée, de fait. Oui. Voilà. Et alors du coup, c'est une validation formelle si je suis ta définition. Mais c'est une validation formelle de quoi? De l'existence d'une camaraderie, d'une amitié. Tu ne vas pas introduire l'amitié dans le PIB. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu ramènes cela. Des trucs que je dis pas. Je dis pas l'amitié. Je cherche les implications logiques de ta proposition. Je dis pas l'amitié. Si, c'est l'amitié. On fait la belote ensemble, c'est l'amitié. Non, c'est l'activité de faire une belote. Et si on se retrouve le lendemain, c'est parce que le fait qu'on t'a mis capot t'empêche pas de revenir le lendemain. Donc c'est l'amitié. Tu vas pas introduire l'amitié comme élément de contrepartie d'un revenu. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je dis. Mais si, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous l'écrivez en plus. Non. Si. Je l'ai écrit. Bien sûr. J'ai écrit. Non. Alors j'ai écrit dans mon livre que l'amitié était un élément de la richesse, mais j'ai jamais dit que c'est parce qu'on est amis qu'on doit avoir un revenu. Mais parce qu'on fait des choses entre amis. Puisque l'amitié est source de valeur de ton point de vue. Non, est un élément de la richesse. La richesse. Mais je pense que, effectivement, dans une société qui est tissée de liens, je pense que la société est plus riche si les liens sont forts. Donc on a cerné le point de clivage. Parce que je crois savoir à quoi tu fais référence. Je dis par contre, c'est pas parce qu'on est amis avec les gens avec qui on fait des activités qu'à ce moment-là, on ne crée plus rien. Je dis, on ne peut pas dire, dans un cas, je fais une belote avec des gens qui sont défavorisés, qui sont SDF, etc. Là, effectivement, ça va être un travail. Et à partir du moment où je deviens ami avec ces personnes, non, là, ça n'est plus un travail. Je ne vois pas pourquoi on peut dire ça. Bon, on a cerné le point de discussion. Je pense que on revient 2500 ans en arrière. Aristote avait eu cette intuition. Il avait eu cette intuition. Alors, il n'avait pas formulé avec les mots d'aujourd'hui, mais c'était génial. C'est-à-dire qu'il avait distingué l'oikonomos, la gestion de la maison, et puis la clématistique, l'art de s'enrichir pour l'enrichir. Et donc, il introduisait déjà cette différence. Il avait perçu qu'il y avait un truc là, un saut qualitatif qu'on ne pouvait pas effectué comme ça automatiquement. Ça, il l'avait perçu. Et le génie de l'économie politique, c'est d'être reparti de ça. Adam Smith, Ricardo et Marx, qui lui en a fait de manière, en renversant la table, qui en a fait le pivot, le point de départ de sa critique de la théorie qui émergeait à ce moment-là, le libéralisme économique, pour accompagner la naissance du capitalisme. Et avec la question du revenu d'existence, on revient à une situation que je vais qualifier de pré-newtonienne dans l'histoire de la pensée. Et donc, c'est pour ça que, moi, que ça soit dit une fois pour toutes, je suis pour que tout le monde ait un revenu. Mais je m'opposerai radicalement, je continuerai à m'opposer radicalement à toutes les élucubrations pseudo-théoriques qui entourent cette proposition. On peut décider de nouveaux droits. On a historiquement décidé qu'on avait droit à la santé, qu'on avait droit à l'éducation, à la culture, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a investi et embauché
Et là, il y a eu génération de revenus, il y a eu génération de valeur. Mais pas, cette génération de valeur ne se produit pas automatiquement parce qu'il y a spontanément une assemblée d'individus qui mettent bout à bout l'utilité qu'ils perçoivent dans le fait de se retrouver, qui ne peut pas se transformer par un coup de baguette magique en création monétaire et en distribution de nouveaux revenus. Bon, voilà.